Écoutez, je vais démarrer tout de suite avec les premières questions qui sont venues. Je démarre avec les questions qu'on a reçues lors des inscriptions. Et puis, au fur et à mesure, écoutez, je prends une dizaine de minutes sur ces premiers thèmes-là. Si vous voulez réagir d'ailleurs sur les questions qui vont arriver, écoutez, le chat est pour vous, donc profitez-en. Et puis, on avance comme ça. Le but, c'est que ce soit vraiment le plus efficace pour vous. Et puis, j'aurai une petite surprise à vous proposer à la fin de notre chat live. Donc, restez jusqu'au bout. J'ai une surprise pour la fin et vous verrez, c'est plutôt sympa. Donc restez bien jusqu'au bout. On va avoir quelque chose de sympa à vous proposer. Alors, ce qu'on avait comme question d'ACFR, la question était comment détecter les vrais décideurs. Alors, c'est vrai que je vais juste redéfinir peut-être quelque chose qui est pas inintéressant et qui est même très important quand on fait du grand compte. C'est que quand on fait du grand compte, il y a plusieurs éléments qui sont importants. C'est que on a souvent un impact économique pour votre client qui est majeur, qui est important, qui a un impact économique qui est également important pour vous. Donc, on peut souvent remplacer la notion de vente grand compte déjà par notion de vente complexe. Elle est complexe parce qu'on a pas mal d'éléments en jeu et qu'on peut très bien faire des ventes complexes vers une ETI. C'est pas uniquement la quantité de revenus, c'est un des paramètres qui est en jeu. Donc, la notion de la quantité et l'impact, au-delà du revenu, l'impact pour votre client, c'est un premier levier. Deuxièmement, c'est le nombre de parties prenantes qui vont être impliquées dans la démarche d'achat qui va être souvent élevé. On le dit, en moyenne, c'est entre 5 à 10 personnes. Il y a même des ventes où il peut y avoir beaucoup plus de monde, mais par rapport à une vente plus transactionnelle qu'on peut retrouver par exemple dans de la vente pour une PME, on va avoir effectivement là beaucoup plus de personnes. Autre élément qu'on va retrouver, c'est la notion de construction d'une offre beaucoup plus sur mesure que vos offres standards. On va avoir quelque part la nécessité d'adapter ces offres. Donc, tout ce qui est product management, on va devoir l'adapter pour le rendre encore plus proche des besoins spécifiques du client. Et on peut effectivement pas avoir une approche complètement uniforme parce qu'il va falloir tenir compte des réalités spécifiques, des besoins, des enjeux, des préoccupations du client. Et donc, il y a une notion de tailor-made, d'adaptation. Et c'est tous ces éléments-là qui vont impacter la vente complexe et qui font que c'est pas une vente transactionnelle simple avec un ou deux interlocuteurs. On va en avoir effectivement beaucoup plus. Alors, sur ce sujet de la question comment détecter les vrais décideurs, c'est une question qui est beaucoup revenue dans les questions qui nous ont été posées. Je peux la relier à une question de Pascal qui demandait est-ce qu'il faut d'abord aller vers les C-level ou est-ce qu'il faut plutôt rentrer par les opérationnels? Je vais dire un peu les deux, mon capitaine. Première règle qu'on peut partager, qui est un peu un invariant, c'est que la meilleure manière d'adresser un grand compte, que ce soit en fidélisation ou en conquête, c'est de dessiner l'organigramme. Et l'organigramme, c'est pas simplement les quelques contacts qu'on connaît si on vend à la DSI, le directeur informatique et puis à l'intérieur de la branche informatique, les différentes personnes avec qui on est en contact. Il faut, quand on veut vraiment faire une approche grand compte, vraiment dans les règles de l'art, on doit pouvoir dessiner l'intégralité de l'organigramme pour pouvoir vraiment, déjà, avant même de parler de décision ou d'influence, déjà d'être capable de se représenter le terrain sur lequel on va intervenir. J'aime bien dire qu'une approche grand compte, au regard des enjeux qu'il y a pour vous, des enjeux qu'il y a pour le grand compte, c'est un peu comme visiter un immense pays. Si on n'a pas la carte de tout le territoire, on va avoir un risque, c'est de penser que les premiers villages qu'on a rencontrés ou les villages avec lesquels on est régulièrement en contact soient finalement représentatifs de toute la carte. Et c'est quelque chose qu'on voit assez souvent, qui est le niveau d'aisance qu'on a à parler en fonction des thématiques des départements, à deux niveaux, dans le sens vertical et aussi dans la dimension horizontale.
les C-level n'ont pas les mêmes enjeux que les personnes qui sont plus opérationnelles. Je vais donner quelques exemples. Au niveau du board, donc toutes les fonctions dans la nomination anglophone qui commence par C, CFO, CMO, CSO, CEO, COO, toutes ces fonctions du comité exécutif, eux, ils ont comme grille de lecture de leur réalité la performance et les résultats. Donc, ça veut dire qu'on va avoir des thématiques de discussion qui sont autour de logiques de performance et de résultats. Si on prend les N-1, ils ont plutôt, non plus les métriques, ce qui est le niveau 1 des exécutifs. Au niveau des directeurs, N-1, on va avoir là les sujets de processus. Et quand on parle de sujets de processus, ben, ça veut dire que leur focus, leur effort, il va être porté sur la qualité des processus, leur fiabilité et leur capacité à prévoir la performance qui est attendue par leur N+1. Si on se met ensuite au niveau des managers, ben là, on va descendre encore d'un cran en termes de focus. On va être sur quelque chose un peu plus micro encore, où on va être sur des notions d'action concrètes, opérationnelles, avec là un sujet pour eux de priorisation des chantiers, des tâches à mener. Et puis si on descend, parfois on appelle ça les users, si on descend vraiment dans l'organisation au niveau de l'essentiel des équipes, celles qui produisent au quotidien le service pour leurs propres clients sur leur propre marché, ben là on va être dans des notions de détail, on va vraiment être dans des éléments beaucoup plus opérationnels, où là on va être plutôt sur des logiques d'activité et de tâches. Donc ça veut dire qu'en fonction de chacun de ces niveaux, on va devoir, si on a une casquette de business développeur, grand compte, on va devoir être en capacité de s'assurer qu'on a le bon niveau de discours, parce que si vous parlez de détails, d'activités et de tâches à un C-level, bah évidemment, il va pas du tout être intéressé, et comme évidemment ça correspond pas à sa manière de voir ses préoccupations, ses enjeux, bah, il va pas pouvoir poursuivre la discussion très très longtemps. Et si au contraire, à contrario, sur quelqu'un qui est dans l'opérationnel, vous lui parlez uniquement de performance globale et de logique d'enjeux à 12-18 mois sur ses principaux métriques, il va pas évidemment pouvoir réagir de manière extrêmement favorable. Donc on voit bien qu'il va falloir doser le niveau de sujet du haut en bas de l'organisation. Et puis ensuite, et on voit déjà évidemment que ça demande un art de la rhétorique, de la discussion, de la capacité à comprendre les problématiques de ses clients, parce que il faut comprendre les problématiques d'un CEO ou d'un CFO. Et si, par exemple, on est business développeur, ben, il faut être capable d'avoir fait un bon travail de préparation pour comprendre quelles sont leurs réalités. Deuxième sujet qui est là, est sur un axe horizontal, c'est les typologies de métiers. On a ce qu'on appelle les domaines fonctionnels, on a la finance, les ressources humaines, le marketing, les ventes, la production, les services informatiques, et toutes ces thématiques, elles ont des modes de fonctionnement, des réalités qui sont différentes. Évidemment, on va prendre un exemple simple, hein. Un comptable, il ne voit pas la vie d'entreprise du même angle que le commercial, par exemple. Et puis le commercial, parfois, ne le voit pas de la même manière que le marketing. Et le marketing ne le verra pas de la même manière que l'ingénieur qui va produire, qui va construire en tout cas le design du produit. Donc on voit bien que tous ces gens-là, ils ont une manière de voir qui est différente. Et si on reprend l'image du grand pays à visiter et où chaque département est un village, eh bien on comprend bien très rapidement que chercher les décideurs, c'est un des enjeux, mais on doit aussi aller chercher les besoins fonctionnels de ceux qui font au quotidien le business. Et cette capacité à mailler un compte, à naviguer dans un compte, elle doit se faire en ayant le plus possible une approche très très large. Et très souvent, ce qu'on observe nous quand on fait du coaching d'affaires avec nos clients, que ce soit des directeurs commerciaux qui accompagnent leurs équipes et qui veulent orienter des verticales, verticale pharma, parce qu'en plus là, ce que j'ai pas intégré dans ces deux axes qui sont la verticalité et l'horizontalité de l'organigramme, il y a évidemment ensuite un sujet qui est important, c'est le secteur dans lequel on intervient. On n'a pas les mêmes problématiques sectorielles quand on adresse par exemple une ESN, ou si on adresse la pharma, ou si on adresse le métier du conseil, ou l'industrie, ou la distribution. Il va falloir à nouveau s'adapter
en fonction de la typologie sectorielle du client qu'on accompagne. On a les télécoms, la grande industrie, les banques, le high-tech, consumer goods. Donc, on connaît toutes ces classifications qui sont assez connues dans le milieu des grands comptes. Donc, ça veut dire qu'on a vraiment 3 clés d'entrée pour qu'en termes de discours, à chaque fois, si on veut susciter de l'intérêt et avoir de l'impact, il faut être capable de mener des discours qui croisent ces 3 éléments-là. Et donc, on doit le faire avec le plus de villages possible, parce que si on approche le DSI, et autre point qui est important pour répondre à cette question, trop souvent, on va adresser ceux qui payent et pas ceux qui utilisent. Et en n'adressant pas ceux qui utilisent, eh bien, on peut se retrouver à manquer une photo de la consultation, une partie de la photo des enjeux, et ça veut dire qu'on va pouvoir potentiellement se retrouver à moins bien singulariser la compréhension des enjeux du client. Donc, une réponse sur ce sujet C-level user, c'est vraiment d'intégrer le plus tôt possible ces 3 éléments dans la réponse, le secteur d'activité, le niveau dans l'organisation, entre les niveaux de décision et les niveaux d'exécution, et puis l'horizontalité, dans quel département il se situe. Et on voit déjà que c'est d'une sacrée complexité, parce que il faut être capable d'adapter son discours. Donc, première règle, bien dessiner l'intégralité de son organigramme. Ça veut dire qu'un organigramme, c'est avec les outils sur les réseaux sociaux professionnels, on a évidemment beaucoup d'informations publiques. Dans les moteurs de recherche, on a beaucoup d'informations publiques. On peut avoir les rapports annuels, on peut avoir les interviews dans l'actualité qui nous permettent aussi d'écrire et de décrypter l'organigramme du client. Ça va nous permettre déjà d'avoir une photo statique de la réalité des villages au sein de ce grand pays qu'on va visiter, qui sont soit en fidélisation, soit en conquête, ces grands comptes avec lesquels on veut évidemment maintenir nos parts de marché, ou les développer, ou s'ils sont inactifs, les conquérir. Évidemment, je vous laisse réagir hein, s'il y a des questions ou si vous voulez préciser les choses. Le chat est à vous, donc n'hésitez pas. Dans les autres questions qu'on a eues pour ce live, on nous a posé une question autour, évidemment, des contraintes sanitaires qui nous imposent de ne pas pouvoir visiter les clients pour partie. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour aller récupérer toute cette matière informelle dans les couloirs de l'organisation, tous ces moments qui nous permettent d'aller obtenir de l'information un peu en off sur nos comptes. Alors évidemment, pas de réponse magique sur ce point-là. Il est certain que la distanciation qui nous oblige à du coup moins pouvoir visiter certains clients, ne pas pouvoir être à la machine à café de manière un peu plus informelle et capter tout ce flux d'informations avec nos contacts formels, informels, entre les rendez-vous, pendant les rendez-vous, qui nous permettent d'animer notre écosystème de contacts au sein d'un compte. Évidemment, déjà, oui, c'est plus complexe en période Covid qu'en temps normal. Ce qui est intéressant et comme clé de réponse, ce qui est intéressant en reprenant l'organigramme, c'est qu'on a quand même la capacité à pouvoir cartographier l'ensemble de ces contacts, de pouvoir, avec de l'information déjà publique, comprendre comment est-ce qu'on peut les adresser, est-ce qu'on les connaît, est-ce qu'on ne les connaît pas encore, et ceux qu'on connaît, on peut aussi fixer des temps d'échange et en fait avoir une approche un peu combinée, se dire on a peut-être quelques rendez-vous physiques encore autorisés sur site avec nos clients, peut-être qu'à cette occasion-là, on peut avoir programmé des visites un peu plus formelles. Voilà, je serai sur site la semaine prochaine de 14h à 16h. Je vais aller visiter tel département. J'aurais apprécié de venir vous voir en respectant évidemment les contraintes sanitaires et on aurait pu en profiter pour se rencontrer. Donc, on peut essayer de replanifier des échanges. Alors, si les personnes évidemment ne sont pas sur site parce qu'elles sont en télétravail, on peut voir comment est-ce qu'on peut échanger avec elles par téléphone, développer d'autres moyens, d'autres canaux. Moi, j'ai des personnes que je connais, des commerciaux qu'on accompagne qui se sont mis à l'aise de développer des approches type WhatsApp, type SMS, qui vont démultiplier les occasions de contact, d'ailleurs de manière très souvent désintéressée, pour finalement créer d'autres occasions de contact
Et c'est vrai que il y a des choses assez surprenantes et intéressantes qui se produisent, puisqu'on a moi, je pense à un commercial, il m'a dit j'ai envoyé 2 SMS. Au début, ça n'a pas réagi. J'en ai renvoyé un troisième en disant tiens, je voulais prendre des nouvelles, quand est-ce qu'on se parle. Et puis la personne a dit écoutez, cet après-midi, j'ai des rendez-vous, des visios qui sont déprogrammés. Appelez-moi cet après-midi, on fera le point, c'est super. Et du coup, il a pu recréer quelque chose d'un peu informel. Donc, je pense qu'il faut être ingénieux. Ce que nous enseigne la situation actuelle, c'est de faire preuve d'ingéniosité pour trouver, face à des contraintes nouvelles, des opportunités, ou en tout cas des manières de faire différentes. Autre question qui était posée, une question qui est revenue plusieurs fois, parmi les personnes qui participent aujourd'hui. Est-ce qu'on doit refuser d'envoyer une proposition par email? Alors ça m'intéresserait d'ailleurs, je vais sonder un peu l'assistance. On est proche d'une centaine, donc ça commence à être un peu sympa. Dans la partie chat, je vais vous laisser un peu réagir. Qui est favorable? Combien sont favorables pour envoyer une proposition par email? Je vous laisse marquer oui. Et puis combien pensent que c'est pas une bonne idée d'envoyer une proposition par email? Je vous laisse marquer non pour ceux qui pensent que c'est une mauvaise idée. On va faire un peu un sondage à chaud pour voir un peu ce que ça donne en termes de réaction. Je vous laisse à droite en commentaire mettre oui ou non en fonction de ceux qui sont pour envoyer la proposition par email et ceux qui sont moins favorables. Allez, je vous laisse répondre. Alors, oui, non. Ok, c'est assez varié les réponses. Pas mal de oui. Je vois. Pas mal de oui. Oui, mais seulement si le rendez-vous de présentation est calé. Oui, favorable, mais seulement si j'ai une introduction par un contact commun. Oui, s'il a été présenté et expliqué au préalable. Je crois qu'on va bien s'entendre, Benjamin. Oui, mais avec un échange téléphonique au préalable, ouais, tout à fait. Alors, ok, super intéressant. Et puis je vois qu'il y a d'autres questions qui sont tombées en même temps, donc parfait. Je vais aussi prendre les questions de François et on va commencer à répondre aussi à ces questions-là. Sur le sujet de la proposition, c'est un sujet passionnant parce qu'il est déterminant. Je vais essayer de répondre de manière assez claire et je vais vous demander d'imaginer différents axes. Mettons-nous dans les chaussures du client. Dans un processus achat, il ne faut pas oublier que les bons commerciaux, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est surtout des clients qui sont en capacité d'acheter. Et donc, les bons commerciaux, c'est ceux qui créent les conditions pour qu'un client puisse acheter. Plus on arrive à mobiliser un client qui va pouvoir acheter, et un client dans du grand compte, c'est un ensemble de contacts où il va falloir que le nombre de sponsors soit supérieur au nombre de snipers. Évidemment, les sponsors, ils ont envie que le projet se fasse et ils vous soutiennent. Les snipers, ils n'ont pas envie que le projet se fasse ou ils sont évidemment en train de soutenir une autre écurie. Qu'est-ce qu'on a du côté du client en début de parcours achat? Leur problématique, leur stress, c'est de bien définir leur cahier des charges. On n'est pas encore dans la phase de décision, qui est la deuxième grande étape. Donc, ça veut dire qu'au fur et à mesure où on avance, le niveau de stress sur la définition du cahier des charges elle diminue. Plus on avance et plus on est au clair. Au contraire, sur la décision, au tout début, il ne se passe rien, c'est pas très gênant. Par contre, plus on avance dans le processus achat, et plus pour le client, l'espace client, j'aime pas parler de client parce qu'en fait, ça n'existe pas un client. Ce qui existe, ce sont des personnes qui occupent des rôles et qui vont, de manière rationnelle et émotionnelle, se positionner par rapport à une problématique qu'elles rencontrent en interne. Donc, en tant que tel, on devrait plutôt parler, pour être précis, de personnes, de responsabilités, parce que si on change les personnes pour les mêmes responsabilités, on peut potentiellement ne pas avoir les mêmes réponses. Donc, ces personnes qui sont en responsabilité sur un sujet, que ce soit un user, un manager, un directeur, un membre du comité exécutif, évidemment, plus ça avance et plus ils vont se rapprocher de la décision. La décision, il y a plusieurs options. Le premier concurrent de tous les business développeurs, c'est le non-projet, la non-action. C'est que l'entreprise, l'espace client, l'espace des parties prenantes décide de ne rien faire. Puis ensuite, il décide de faire quelque chose avec vous ou avec un confrère.
Et là, le niveau de stress, il est élevé. Si je reprends votre pipeline, votre funnel, quelque chose que vous connaissez par cœur, il y en a généralement, vous avez remarqué, un peu plus en haut qu'en bas. On rêve tous qu'il y en ait autant en bas qu'en haut, mais il se trouve que généralement, ça diminue. Et quelque part, c'est plutôt sain quand ça diminue parce que ça veut dire qu'on a su disqualifier. C'est un sujet clé quand on fait du grand compte. Je suis désolé, je fais des petites apartés, mais c'est parce que c'est des sujets qui sont aussi importants. Mais évidemment, quand on n'a pas suffisamment de disqualification, comme c'est un métier où il n'y a pas de médaille pour le second, la vente, c'est un sport dans lequel il n'y a pas de médaille pour le second. Ça veut dire que si on remet des propositions, on a plus tendance à participer qu'à gagner. Or, la réalité, c'est qu'il n'y aura qu'un seul gagnant à la fin. Donc, être capable de disqualifier des prospects sur lesquels les coûts commerciaux cachés sont trop élevés parce que les conditions ne sont pas réunies pour acheter côté client, il faut savoir disqualifier. Donc, nous, on recommande souvent d'avoir des pipelines plutôt, non pas en V, mais en Y. En Y, ça veut dire qu'effectivement, à un moment, on fait le fameux go-no-go, mais qui est très souvent, malheureusement, trop un concept intellectuel et qui n'est pas suffisamment appliqué. Un go-no-go, ça veut dire qu'il faut déterminer ensemble, non pas pourquoi vous êtes capable de vendre, mais pourquoi le client est capable d'acheter. Et je verrai tout à l'heure un autre sujet qui est quels sont ce qu'on doit absolument valider pour savoir si un client est capable d'acheter. Du coup, dans le processus du commercial, plus on avance vers la fin, plus on avance probablement, notamment si la disqualification a été bien faite, sur des affaires qui peuvent aboutir. Ça veut dire que vous n'avez jamais été aussi proche de la transformation. Et donc, puisque vous ne bossez pas gratuitement, puisque vous travaillez et votre travail se voit quand on a ramené le deal, ça veut dire que envoyer une proposition par email, c'est prendre le risque monumental que tout le travail d'avant-vente, votre travail, celui de toutes les équipes techniques, soit en fait résumé dans 30 ou 40 pages dont on ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est votre seule monnaie d'échange pour valoriser tout ce travail-là. Qu'est-ce qui se passe en plus côté acheteur? Espace achat, user, décisionnaire, influenceur, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre votre proposition, ils peuvent l'envoyer aux concurrents, ils peuvent mettre un post-it dessus en disant pas pertinent, trop cher et toute autre qualification qu'on voudrait éviter. Et en plus, ils risquent pour beaucoup d'aller à la page 37 qui contient vos tarifs et dire waouh, ils ont eu la main lourde. Donc on voit bien dans cet exemple un peu court que d'avoir une lecture asynchrone de votre proposition est votre meilleur ennemi. Donc nous, notre recommandation, basée sur des milliers de coaching d'affaires, des milliers d'investigations de comptes, qu'est-ce qu'on observe? C'est que tant qu'on peut garder une relation d'équilibre avec son prospect, avec son compte sur lequel on veut développer de nouvelles affaires, c'est en étant capable, parce que votre travail a de la valeur et que vous travaillez pour gagner et pas pour participer, et ça, je pense que vous conviendrez tous de ce point-là avec moi, et ça veut dire qu'on est dans une relation équilibrée dans laquelle, si on veut construire les conditions de la performance et du succès, on doit pouvoir présenter sa proposition de manière synchrone. Ce qui donc, j'espère que l'explication n'a pas été trop longue et surtout qu'elle a permis de la justifier et de l'expliquer, on doit pouvoir présenter de manière synchrone la proposition à l'espace achat. Quand je dis espace achat, c'est toutes les parties prenantes, pas que les achats évidemment. Et donc, on ne l'envoie surtout pas par mail parce que, et je vous laisse regarder les statistiques, mais combien d'entre nous ont découvert le syndrome du pas de son, pas d'image une fois qu'on a envoyé la proposition par email et que, comme par hasard, on a l'impression que nos interlocuteurs ou ont changé d'adresse email ou ont changé de numéro de téléphone mobile parce qu'on n'arrive plus du tout à les joindre. Donc, si vous voulez garder la capacité à driver votre vente, c'est-à-dire les conditions pour que le client achète, il faut mieux éviter d'envoyer la proposition par email. Si vous deviez absolument le faire, enlevez-en une bonne partie et à minima, enlevez-en les tarifs. Ça évitera de servir de lièvre pour vos confrères. Donc ça, c'est vraiment un sujet important. Ce serait dommage, si proche du but, de ne pas pouvoir avoir une conversation synchrone. Pourquoi c'est important? Parce qu'en plus, pour le client, c'est le moment le plus stressant. Je ne traite pas le projet, ou je décide de le traiter, mais je le traite avec A, B, C ou D. Et donc, ça veut dire que dans cette séquence, plus ce sera conversationnel, plus on sera dans une logique de co-construction. Et là, je vais reprendre une des questions de Régis sur les bonnes règles, effectivement, d'une réunion co-construction. En fait, on va s'assurer que toutes les parties prenantes sont autour de la table. Bien sûr que
ce sont des objectifs ambitieux. Mais quand je vois parfois des commerciaux qui me disent j'ai un deal à 50 000 euros, j'ai bossé quasiment 3-4 jours, j'ai fait bosser du monde en interne, et puis le jour de la soutenance, j'étais tout seul et en face, il y avait juste un acheteur. Bah, c'est vrai que là, on se dit, OK, si c'est un sujet qui est si important que ça pour le client, on doit avoir le cran, et c'est pas simple, mais on doit avoir le cran de se dire, j'ai pas fait tout ce boulot pour simplement que ça finisse dans 40 pages qui vont être lues en diagonale. Allez, pour ceux qui travaillent dans des grandes entreprises, allez demander à vos directions des achats comment ils font pour dépouiller les consultations qu'ils reçoivent. Vous allez voir parfois que très souvent, ça va très vite parce qu'ils ont un nombre de fournisseurs à suivre qui est colossal. Donc, simplement, ils traversent les consultations en diagonale et c'est très rare qu'il n'y ait un travail de fond. Et donc, si les meilleurs commerciaux, ils vont créer les conditions pour que ce travail de fond qui soit fait en synchrone, en visio ou en rendez-vous dans une réunion de travail. Comment va se produire ce type de réunion-là? Donc, on n'aura pas envoyé la proposition. Un tiers, et je pourrais faire beaucoup plus long, mais je n'aurai pas le temps aujourd'hui. Un tiers, on reprend tous les enjeux du client. Un deuxième, et on s'accorde avec une zone de go-no-go. Est-ce que c'est extensif? Est-ce qu'on a tout traité? Est-ce qu'il y a encore des remarques? Est-ce qu'il manque des choses? Qu'est-ce que vous auriez rajouté? Et là, on est dans du conversationnel. Un tiers sur comment vous voyez le traitement des sujets qui sont à adresser, donc vos recommandations. Et à nouveau, de manière très agile, version 1, version 2, version 3, on peut évidemment travailler des logiques qui permettent d'avoir de l'élasticité et de dire, bah, écoutez, au regard de ce que vous me dites là, on pourrait modifier notre recommandation pour intégrer le paramètre que vous venez de nous partager. Et donc là, on a quelque chose qui permet d'avoir une phase de recommandation qui peut être le deuxième tiers. Et le dernier tiers pourrait être une phase de projection, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va rapprocher nos organisations plutôt que de se retrouver dans un corner du type bon, bah, écoutez, merci pour tout, on reste disponible. Et si vous avez des questions, bah, écoutez, j'y répondrai et on attend votre réponse, qui est un peu un corner dans lequel c'est oui ou non. Ben, on peut essayer de voir comment est-ce qu'on construit quelque chose qui va permettre de construire de manière projective les prochaines étapes de la relation. Évidemment, on n'y arrivera pas toujours, mais en tout cas, plus on va avoir le courage, le cran, la conscience de toute l'énergie qu'on y a mise en amont, ben on va pouvoir à un moment pouvoir dire, nous, pour que votre projet fonctionne, voilà comment est-ce qu'on pourrait projeter une prochaine réunion de travail et essayer ensemble de construire le vrai sujet. C'est pas simplement de savoir si on va gagner l'affaire. C'est surtout d'aider le client à choisir et à régler son problème. Donc, certes, il y a un sujet de choix de fournisseur, mais le véritable enjeu, c'est est-ce que la recommandation qu'il va retenir va lui permettre d'adresser le problème qu'il rencontre et qui, dans une logique de vente grand compte, de vente complexe, peuvent être à plusieurs centaines ou plusieurs millions d'euros en termes d'impact. Je reprends les questions qui sont tombées entre-temps. Alors, sur un cas d'appel d'offres, évidemment, je suis d'accord avec vous, Samy, quand on est sur un appel d'offres. Le sujet d'appel d'offres, il y a deux écoles. Soit vous faites le minimum syndical, vous répondez à tous les appels d'offres en minimisant vos ressources et vous êtes sur une logique de ratio en vous disant je vais gagner une fois sur 4. C'est une première approche. Soit vous vous dites je sélectionne 2 ans, 3 ans à l'avance les secteurs, les acteurs dans lesquels je sais qu'il y a une rotation des consultations et je travaille en amont beaucoup moins de deals. Par contre, j'ai toute une logique de pénétration du compte 6 mois, 12 mois, 18 mois avant l'appel d'offres. Donc, il y a soit une logique plutôt orientée sur une logique d'efficacité et de quantité. J'en traite beaucoup et on va avoir un ratio de transfo. Et ça nous permet d'économiser nos ressources parce que bosser pour les affaires perdues, bah, c'est un coût pour l'entreprise. Donc, ça veut dire aussi un coût pour vous commercialement, pour votre direction commerciale, de dépenses faites inutilement sur des deals qui vont pas aboutir. Ou alors, on a une approche plutôt, j'appellerais un peu de coûts humains, où on va choisir les affaires sur lesquelles on veut gagner. Ça veut dire qu'on va avoir une logique de ciblage, ça veut dire qu'on va avoir une logique de client idéal et on va aller choisir. J'ai un client qui appelle ça une wish list. Voilà, quels sont les deals qu'on veut absolument gagner parce que nos atouts pour les gagner et leurs caractéristiques en termes d'attrait de nos cibles
font que l'histoire peut être belle, et donc on a tout intérêt à aller consommer de l'énergie. Cela changera quoi qu'ils reçoivent la presse, dit Frédéric. Ben, en fait, une fois qu'il l'a reçue, en gros, il va la lire de manière indépendante, sans votre lecture, sans vos commentaires, sans toute la notion d'accompagnement. Si vous avez fait 40 slides et qu'il y a différents documents, ou si vous avez fait 20 slides, 40 c'est beaucoup, mais après ça dépend des industries. Si vous avez fait 20 slides et qu'il les lit tout seul, ben, en tout cas, il va se représenter la lecture de vos slides tout seul. Si vous êtes là pour l'accompagner, si vous voyez ses réactions, si vous… Alors c'est sûr, si c'est un deal à 1000 € et que vous en faites 100 par an, vous ne pouvez pas envoyer et commenter toutes les propositions. On est bien d'accord. Mais si on est bien sur une logique de deal à fort enjeu, avec des approches où ça a beaucoup d'impact pour votre client, que pour vous, vous allez faire du sur-mesure, que le panier moyen est très élevé, que les coûts commerciaux d'avant-vente sont importants, ben dans ce cas-là, effectivement, il faut quand même, d'une part, avoir toutes les personnes concernées, pas simplement celle qui officiellement a la casquette achat, et en plus, avoir une lecture qui est synchrone pour pouvoir traiter tous les points qu'on vient de voir préalablement. Tous les decision makers sont overbookés, surtout avec les problèmes Covid. Alors, comment réussir à les approcher? Ça, c'est un bon sujet. C'est un sujet qui, là, traite moins du sujet de la conversion que du sujet de la prospection. On a fait pas mal de webinars que vous retrouverez dans nos ressources sur le site Web Questio sur le sujet de la prospection. La prospection moderne, elle n'a rien à voir avec celle qu'on a tous pu apprendre. Ça fait bientôt, en tout cas, ça fait plus d'une vingtaine d'années que j'officie dans la fonction commerciale, fonction marketing. Et évidemment, la manière dont je l'ai apprise il y a 20 ans n'a plus rien à voir avec la manière dont les clients ont évolué. Aujourd'hui, les clients, ils sont moins joignables, ils veulent de plus en plus privilégier des relations à distance et ils veulent en plus de plus en plus privilégier des relations qui n'impliquent pas la fonction commerciale. Tant maussade sur les ventes. Pas facile. Il y a deux manières d'y répondre. Soit on se dit le client a évolué, et là je m'adresse évidemment aux directions commerciales, direction générale, c'est comment est-ce qu'on aide nos équipes commerciales à pouvoir s'adapter dans leurs pratiques, dans leurs outils, dans leur manière de connecter avec les clients. Et donc là, c'est une réponse évidemment d'ampleur et on doit repenser sa manière de créer de la valeur pour ses clients parce que, évidemment, le client, lui, il a pris de l'avance sur les pratiques, il est plus agile, il est plus distant, il est plus versatile, il est moins joignable, il est plus exigeant. Il y a une étude d'Harvard qui est sortie il y a 2 ans qui dit que 80% des décisionnaires B2B pensent que les commerciaux ne comprennent pas leurs enjeux. Waouh! On est obligé d'intégrer la manière qu'ils ont de voir ce sujet-là. 80% pensent qu'on ne comprend pas leurs enjeux. Donc, ça veut dire qu'évidemment, ça challenge la manière de faire les investigations de compte, ça questionne la manière de construire la chaîne des étapes de vente dans un deal. Est-ce qu'on doit faire la démo tout de suite? Est-ce qu'on doit faire la démo plus tard? Donc, on voit bien que toutes ces étapes-là, elles sont à rechallenger pour se centrer. Nous, on croit fondamentalement que dans une logique grand compte, la vente conseil est quasiment la seule voie de passage. Ça veut dire quoi en synthèse? C'est qu'on ne peut plus parler de notre expertise ou de nos produits. On doit avoir 80% au moins de la première séquence de découverte qui est centrée à 100% sur la compréhension des enjeux de toutes les personnes parties prenantes. Quand on dit, il y avait une étude LinkedIn qui disait sur un achat grand compte, il y a 5 à 6 personnes qui sont concernées. C'est des statistiques qu'ils ont faites sur les enquêtes. Ça veut dire que dans la phase d'investigation, une bonne découverte, elle doit intégrer à minimum 3 à 4 conversations avec des personnes dans l'entreprise. Ça revient à la première question qu'on a traitée. Quid des décisionnaires, quid des utilisateurs, quid des équipes opérationnelles? Et bien, à un moment, on doit, dans notre phase de découverte, plutôt que d'aller trop rapidement à la propale, on doit savoir être assez lent et aller collecter de la donnée. Et c'est vrai qu'on voit les meilleurs commerciaux grands comptes, ils sont souvent avec peu d'affaires. Par contre, ils ont une capacité à mailler leur compte. Comme ils ont moins d'affaires à traiter, ils ont un peu plus de temps. Par contre, ce temps-là, ils vont le dispatcher en mobilisant beaucoup plus de contacts
au sein de leur compte et ils vont aller à la phase de proposition une fois qu'ils seront certains que la photo des besoins de leurs différents contacts serait vraiment la plus complète possible. Je regarde les dernières questions qui sont quels sont pour vous, du coup, les nouveaux bons outils de prospection? Ben, évidemment, il y a tous les outils qui vont vous permettre de croiser avec votre service marketing le client idéal, des listes d'entreprises, des listes de contacts actualisées. Sur du grand compte, la durée de vie sur un poste, c'est 2 ans. Donc, les bases de données de 2017, elles sont déjà obsolètes. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir des informations sur la segmentation, sur les personnes morales, sur les contacts. Et ensuite, il faut enrichir avec des outils qui sont disponibles de manière payante et qui existent, qui sont nom, prénom, email, téléphone fixe, téléphone portable. Et donc, il faut avoir des personnes, vous pouvez le faire vous-même commercialement, si vous êtes commerciaux et si Laurent pose la question sur la fonction commerciale, ben, ça peut être des commerciaux qui le font. La problématique de cette approche, c'est que ça prend beaucoup de temps et qu'il y a une barrière à l'entrée, c'est la capacité à maîtriser tous ces outils. Si ensuite, on a un service marketing ou qu'on se dit à un moment, on va avoir une ressource dédiée parce que ça a de la valeur, qui va être capable de maîtriser tous ces outils, ben, c'est des personnes qui vont être capables d'agréger plein d'outils séparés. Je vais prendre des exemples comme Dun & Bradstreet, Société.com, Le Compass, Diane, Lusha, Casper, on a plein Hunter, on a une typologie d'outils qui sont modernes, qui sont pour partie digitaux, mais qui ont un seul inconvénient, c'est que souvent, il n'y a pas un outil qui fait tout. Et donc, merci Rémi pour le partage d'infos, super intéressant. C'est effectivement avec Whimsical. C'est d'avoir une ressource, ou en tout cas une personne qui dédie une partie de son temps à aller relier toutes ces informations entre elles, de sorte à pouvoir avoir un fichier. Quand nous, on voit des commerciaux qui passent parfois la moitié d'une semaine à construire leur fichier à la main, c'est sûr, hein, c'est bien, c'est méritant et c'est courageux. La réalité, c'est que c'est très peu efficace parce que un commercial, son job, et c'est pour ça que vous êtes là au live ce soir, c'est évidemment de faire la conversion, c'est-à-dire mener des entretiens. Un commercial, il fait ce métier-là pour pouvoir faire le métier qu'il aime, c'est de converser avec des prospects, identifier des projets, les qualifier, travailler une recommandation, animer un mapping d'influence et de décision et pouvoir construire le document de travail qui comprendra la proposition et les recommandations. Quand on dédie du temps commercial à de la prospection, avec le niveau de difficulté que c'est devenu, il y a 10 ou 15 ans, on pouvait encore se débrouiller pour avoir ses rendez-vous toutes les semaines. Aujourd'hui, évidemment, c'est super dur. Vous parlez de Corporama, super outil, on les connaît bien, c'est des gens efficaces. La difficulté, et c'est là où la fonction de la prospection est devenue une vraie recette à part entière, c'est que on a du mal à isoler les ingrédients. Corporama est super, mais si on a Corporama tout seul, ben ça va souvent pas suffire. Donc c'est là où il va falloir agréger plusieurs outils pour arriver à quelque chose qui va correspondre à vos besoins. Ça va être nécessaire. Ben, sur le CRM, vaste sujet, Laurent. Nous, on a tendance à dire, et c'est une réponse qui est générique, il y a des éditeurs qui ont pris le temps de mapper 90% des besoins fonctionnels des forces de vente, à moins d'avoir vraiment un processus de vente ultra singulier, tellement particulier, qu'aucun CRM du marché ne peut couvrir. Oui, vous pouvez construire votre propre CRM. Mais il faut vraiment que dans votre chaîne de valeur, ce soit tellement critique qu'il y ait un justificatif à aller choisir de faire son propre développement. Aujourd'hui, nous, on accompagne plus de 150 clients. 80% ce sont des PME, on a aussi des grands comptes. Objectivement, je pense qu'il y en a 2 qui ont leur propre CRM maison parce qu'ils l'ont développé eux-mêmes, tellement c'était particulier, parce que les interfaces entre leur marché, leur offre est tellement particulière qu'ils n'ont jamais réussi à trouver chaussures à leurs pieds dans les logiciels du marché. Mais vraiment, nous, notre cause, c'est de dire, avant d'arriver à cette situation de devoir
développer son propre CRM, qui est un projet assez gigantesque et coûteux. Je conseille vraiment on conseille vraiment d'aller regarder ce que fait le marché. Alors, est-ce que je prends une dernière question et puis après je dois vous parler aussi de la surprise qu'on vous a réservée. J'espère que je vous ai déjà donné des pépites et en tout cas de la matière dans cet atelier live sur les grands comptes. Je vais prendre une dernière question qui a été posée. Effectivement, comment aborder la notion de budget. En fait, la notion de budget, c'est un des 4 éléments qu'on doit absolument réussir à regrouper dans la phase d'investigation. Là-dessus, je reprends un acronyme qui est assez connu, qui est connu dans les métiers de soft, de vendeurs de solutions logicielles, éditeurs de solutions logicielles. C'est un acronyme qui vient d'IBM, qui est le fameux BANT. Le budget, l'autorité, les besoins, la timeline, le temps. Il ne s'agit pas tant de savoir si on va vendre, il s'agit surtout de savoir si l'ensemble des contacts dans tous les services horizontaux, puis vertical, dans tous les niveaux de l'organisation, et c'est là où ça devient sympa et ça devient un jeu passionnant, la vente de rencontre, il va falloir être capable de s'assurer que la réponse à est-ce qu'il y a de l'argent, est-ce qu'il y a une convergence sur les enjeux à adresser, est-ce qu'on a identifié toutes les parties prenantes, ceux qui ont l'argent, ceux qui ont la décision technique, ceux qui vont s'opposer au projet, ceux qui ont un intérêt sur le projet, puis enfin la timeline, à quelle échéance le problème côté client doit être réglé. Ça, on doit le récupérer avec au minimum le point de vue de 3 à 4 personnes. Et donc, c'est là où, évidemment, on va augmenter le taux de conversion parce que très souvent, quand on perd une affaire, c'est pas uniquement parce que notre offre n'était pas adaptée, c'est même d'ailleurs assez rarement le cas. C'est souvent que les meilleurs commerciaux, ils ont été en capacité d'aller identifier les réponses à ces 4 éléments, budget, autorité, alors c'est un acronyme anglais, les needs, les besoins, les enjeux, les préoccupations, les problèmes, et enfin le timing sur le projet. Si il vous manque un de ces 4 éléments, et sachant qu'il faut le valider avec toutes les parties prenantes, parce que personne n'a raison tout seul dans l'organisation du client, donc il faut bien au moins le valider avec 3-4 personnes pour qu'on puisse commencer à se dire c'est une hypothèse qui tient la route. Et ben c'est ces 4 éléments-là qu'il va falloir identifier pour être capable de se dire est-ce qu'on a bien la notion de budget. Et donc la notion de budget, c'est une question que j'aime bien, par exemple, pour répondre de manière très opérationnelle et pragmatique. Est-ce que vous avez validé une enveloppe pour adresser le problème dont on est en train de parler? On ne veut pas savoir combien, on veut juste savoir s'il y a case et coché du fait que le département finance de ce grand compte que vous approchez a bien positionné dans le budget de l'année en cours ou des 18 prochains mois une enveloppe. Parce que s'il n'y a pas d'enveloppe, l'idée ne pourra pas devenir un projet et le projet ne pourra pas devenir un chantier. Pour qu'une idée devienne un projet puis un chantier, il faudra un moment cocher la case budget. Et donc ça veut dire que la question n'est pas tant de savoir est-ce que vous êtes capable de payer notre prestation. Il y a d'abord un préalable et on voit vraiment les meilleurs commerciaux, ils se centrent toujours côté client. Ils ne se centrent pas sur ah ben moi, mon produit vaut 100 000, donc j'espère qu'il vous avez mis 100 000. Ils valident d'abord que le client a fait l'effort nécessaire pour être capable d'identifier en interne. Et ça veut dire je vais conclure avec ça avant de partager ce que je voulais vous proposer aussi ce soir. Ça veut dire que les meilleurs commerciaux, ils s'assurent toujours que leurs clients font des efforts. Un bon commercial, il s'assure en permanence du rapport d'équilibre dans la relation qu'il a avec ses prospects ou avec ses clients qu'il veut développer. C'est qu'il les fait bosser. Parce qu'un client qui bosse, c'est un indicateur au-delà des mots que c'est un client qui est en train d'acheter. Un client qui vous dit c'est génial, j'adore, c'est super, envoyez-moi une proposition, c'est souvent des signaux faibles que les conditions ne sont pas réunies pour acheter. Un client qui travaille, ce sont des signes concrets, matériels, que le client est en train, et le client, à nouveau, vous m'avez compris, les personnes précises sont en train de faire un effort
autour du projet qu'elles sont en train de résoudre. Et donc, ça veut dire que la relation, elle est équilibrée. Dès que la relation est déséquilibrée, dès que vous avez le sentiment de davantage bosser que les contacts chez votre client ou votre prospect, attention, warning. Et pour achever de vous convaincre, reprenez toutes les affaires que vous avez signées et regardez le niveau d'engagement de vos contacts. Généralement, ils ont beaucoup bossé pour que le projet puisse aboutir, alors que souvent les prospects qu'on n'a toujours pas signés, au-delà peut-être de l'offre qu'on peut avoir, ça fait partie de l'équation, très souvent, les prospects n'ont pas fait les efforts nécessaires. Donc, il y a une vraie question et une vraie clé quand on fait du grand compte. Comment est-ce qu'on s'assure qu'on fait bosser nos contacts tout au long du parcours achat. Alors, dernier point, je vais vous demander 5 minutes de votre temps. Vous allez voir, ça vaut le coup. Ce qu'on vient de vivre, c'est une séance de coaching. Alors, collective, on était plus d'une centaine de personnes. Donc, évidemment, on l'a fait de manière collective. Notre métier, nous, c'est le coaching commercial. Ce soir, le temps a passé super vite. J'aurais voulu répondre, il y avait encore une dizaine de questions et j'aurais voulu tout les traiter. Je sais évidemment que c'est des sujets qui vous intéressent et sur lesquels il y a plein de possibilités, des formations, des livres, des podcasts. Ce soir, on a décidé de vous proposer chez Questio, c'est de vous proposer une opportunité assez unique sur le sujet des grands comptes. C'est qu'on veut vous proposer d'aller encore plus loin et de vivre ce qu'on vient de vivre ce soir ensemble de manière individuelle. C'est-à-dire qu'on va proposer une session d'1 heure avec un expert à 30 personnes ce soir qui sont présentes. Anne-Charlotte va vous partager le lien pour vous inscrire. On va vous proposer de manière absolument exceptionnelle. On est très heureux de le faire parce que vous allez découvrir la puissance d'une séance de coaching où on va avoir de l'intelligence collective pour vous aider à adresser des problématiques qui peut-être valent 10 000, 50 000, 100 000, 500 000 euros. Bon, on parle de grands comptes, ça peut être des ordres de grandeur qu'on va avoir. Et donc, on propose ce soir à 30 personnes, de manière gratuite, de profiter d'une séance de coaching comme ce soir, mais en individuel. Donc, évidemment, c'est encore plus individualisé, plus singulier, plus puissant. Vous allez pouvoir interagir, poser votre problématique sur la table avec l'expert qui travaillera avec vous. Et donc, vous allez pouvoir résoudre des situations, construire, partager un deal clé pour votre business des 12 prochains mois, réfléchir à comment gagner des parts de marché sur un de vos clients actifs dans lequel vous voulez aller chercher des business additionnels qui sont chez vos confrères. Nos experts, c'est tous des grands pros. Ils ont tous un minimum une vingtaine d'années d'expérience dans les sujets grands comptes. Et donc, c'est vraiment les meilleurs dans leur domaine. Et vous aurez la possibilité d'avoir 1 heure avec l'un d'eux dans les prochaines semaines. Donc, je pense qu'Anne-Charlotte a dû ouvrir dans la partie offre la possibilité de vous inscrire. Donc, vous pouvez cliquer sur m'inscrire au coaching. Je vous rassure, on est des gens sérieux. Il y aura 30 places. C'est gratuit. Profitez-en. C'est vraiment une offre qu'on est très heureux de partager. Je pense qu'en plus, en ce moment, dans un contexte un peu particulier, ça fait encore plus de sens. Vous allez vraiment vivre une expérience absolument incroyable. Vivre une séance de coaching avec un expert de très haut niveau, c'est vraiment quasiment un moment d'oxygénation intellectuelle. Il y a juste le jeu sans l'enjeu. Et vous allez avoir l'occasion d'avoir du feedback, d'avoir de la mécanique intellectuelle pour penser une problématique. Vous allez avoir l'occasion de découvrir de nouvelles clés, en plus de celles auxquelles vous auriez déjà pensé. Donc, profitez-en. Je vois que Anne-Charlotte me dit qu'on a déjà, je regarde le nombre d'inscrits, ça va déjà vite. Il y a déjà 20 personnes qui n'ont pas attendu la fin de mon pitch pour s'inscrire. Donc, on a déjà 20 personnes qui se sont inscrites. C'est-à-dire qu'il reste encore une dizaine de places. S'il y en a qui vraiment se sont inscrits et que ça dépasse de beaucoup les 30, eh bien, écoutez, on trouvera une manière peut-être de traiter ce sujet-là. En tout cas, inscrivez-vous, profitez-en, c'est maintenant. Et du coup, vous allez, dans les 3-4 prochaines semaines, vous aurez votre heure de coaching individuel. Et vraiment, j'espère que ça aura de l'impact parce que nous, c'est ce que vivent tous nos clients tous les jours. Et quand on voit comment ça les aide dans leur business, je pense que vous ressortirez vraiment heureux de cette séance de coaching. Je vois qu'il reste plus que 4 places.
Donc, je vois que vous êtes smart et que vous n'avez pas réfléchi longtemps avant de cliquer. Donc, bravo, bravo, vous avez bien fait d'en profiter. Continuez à remplir, et de toute façon, ça va être par ordre d'inscription, donc ce sera facile de pouvoir traiter ensuite toutes les réponses. J'étais ravi d'avoir ce live avec vous ce soir. Merci pour ce temps d'échange. J'espère que vous allez repartir avec plein de petites astuces qui viendront renforcer votre boîte à outils, votre dispositif pour ce métier passionnant qu'est la vente au grand compte. Profitez bien, portez-vous bien, vous et puis vos proches, vos familles, les gens qui sont importants pour vous dans ce moment particulier. Profitez bien, portez-vous bien et puis à très bientôt pour d'autres séquences d'échanges avec vous. À très bientôt et très bonne soirée à tous.